Bon, ben bonjour tout le monde. Bienvenue aux ingénieux pédagogiques. Peut-être un petit tour de table, savoir si vous allez bien, messieurs. Monsieur Parent, comment allez-vous? Oui, oui, ça va très bien. En confinement, ça va très bien. Toujours. Toujours en confinement. C'est ça, exactement. Monsieur Audet, Oui, bonjour. Ça va? avec votre magnifique décor maison. Oui, c'est une ancienne chambre de bébé, mais maintenant c'est un bureau avec confinement oblige. Ben, j'ai pas mis mon bébé à porte, inquiétez-vous pas. Ils ont grandi, maintenant ils ont leur chambre. Ils ont passé l'étape des petits dessins au mur. Exactement. Bon, eh bien, cette semaine, messieurs, d'un texte de Monsieur John Donlosky, Strengthening the Student Toolbox Study Strategies to Boost Learning. C'était, si je me souviens bien, en fait, une proposition de M. Parent. En effet. Peut-être un petit résumé, M. Parent, ça parle de quoi, ce texte-là? Bien, ce texte-ci parle de stratégies efficaces pour encourager l'apprentissage durable. Puis ça compare un peu ces stratégies-là d'apprentissage aux stratégies employées par les élèves la plupart du temps. Fait que on va comparer on va parler du surlignage, de la relecture, genre des stratégies que les élèves vont utiliser le soir avant un test. Et puis, on va comparer ça à d'autres stratégies qui sont peut-être un petit peu moins évidentes, puis plus peut-être demandantes pour les élèves, mais qui ont vraiment un impact significatif sur les apprentissages. Fait que c'est ça qu'on va explorer aujourd'hui. Parfait. Et on commence avec quoi? Donc, quelles sont ces stratégies-là? Parce que je présume que les gens qui vous écoutent, c'est un peu la question qui se pose, c'est-à-dire ben, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qu'on devrait conseiller à nos élèves avant un test ou un examen? Oui, bien, en fait, la première chose que John Donlosky il présente, puis ça, cet article-là, c'est un peu un résumé de sa revue de littérature, lui et plusieurs autres chercheurs, où est-ce qu'il analyse peut-être une vingtaine de stratégies d'études, puis il les compare entre elles. Puis ce qu'il présente ici, c'est le top, je pense le top 5 ou quelque chose comme ça. Et puis le numéro 1, puis ça me surprend toujours de voir ça, c'est des tests pratiques. Le plus qu'on teste nos élèves, le plus qu'on leur donne des tests pratiques, le plus qu'ils apprennent. Puis, ce qui explique dans cet article-là, c'est que les élèves vont apprendre pour deux raisons. Il va y avoir l'effet direct des évaluations pratiques ou des tests pratiques. Fait que, évidemment, si je te demande de te rappeler d'une série de mots, si on te teste plusieurs fois, ben, tu vas t'en rappeler plus souvent, puis c'est à cause du pratique. Puis au niveau neuroscientifique, ben, tu es en train de créer plus de synapses, puis tu es en train de renforcer ces synapses-là. Puis il y a aussi l'effet indirect. Souvent, Donlosky va parler de justement la relecture. Puis, ça semble être facile. Je relis, puis en fait, je viens juste de relire ce texte-là. Fait qu'en tant qu'élève, ça devient de plus en plus facile. Mais je ne réalise pas ce que je ne connais pas encore. À cause, je suis en train de me relire. Puis, en pratiquant ou en faisant des évaluations pratiques, on réalise, ben, celui-là, cette définition-là, je ne me souviens pas de celle-là. Donc, je vais mettre un emphase sur cette définition-là ou sur ce concept-là la prochaine session d'études. Et puis, fait que ça, c'est l'effet indirect de ces tests pratiques-là. Vous en pensez quoi, M. Audet? Oui? Ben, j'ai plusieurs questions pour toi, M. Parent. Martin, les tests de pratique, là, OK? Si moi, je me fais l'avocat du diable, là, est-ce que ça n'amène pas finalement à se pratiquer à faire des tests? Est-ce que ça ne va pas apprendre à nos élèves à juste être bons à faire des tests, puis il n'y aura pas vraiment d'apprentissage durable et flexible? Puis, en fait, ça, c'est quelque chose dont il
il traite pas beaucoup dans cet article-ci, mais ce qu'on peut retirer de la recherche en général, une des stratégies d'études efficaces aussi, c'est de changer le contexte. Puis, je pense que c'est là où est-ce qu'on a un petit peu peur des tests. Le mot test vient avec sa connotation négative, puis ça fait un petit peu peur. Puis je pense que c'est pour ça que quand on parle de test, on parle juste de ça pour les notes, puis les élèves ont beaucoup d'anxiété, même les profs ont de l'anxiété, puis là, ça donne une pile de corrections tout le temps. Mais je pense qu'on veut avoir une petite nuance ici quand on dit le mot test pratique. Un test peut avoir différentes formes. Un test peut être, justement, se tester. Ça peut être jouer un jeu, un jeu de charade, par exemple, avec des organes en biologie. Ça peut être un escape room en mathématiques. Tu dois résoudre des problèmes mathématiques pour découvrir la façon de sortir d'une chambre, par exemple. Fait qu'ici, on a peur, puis ça apporte tout un bagage avec le mot test, mais je pense qu'on a besoin de se déconnecter de ce bagage-là, puis on a besoin de voir un test comme une pratique. C'est une évaluation au service de l'apprentissage, dans le fond. C'est pour apprendre. Fait que ça, c'est un autre... Ça, je pense, c'est le thème de l'article. C'est que on veut promouvoir l'apprentissage. Fait qu'on oublie un peu les notes, puis je sais qu'on va en parler, Alex. Je sais que ça s'en vient, les notes, le concept de notes. Mais la question s'en vient. Ouais, le concept de notes s'en vient, mais il faut se déconnecter, puis je pense que les notes ont une place, puis on va en parler, mais c'est vraiment pour apprendre ici. Puis se tester, on le sait, là, la recherche, ça fait plus d'un siècle de recherche sur les tests pratiques qui démontrent l'effet de se pratiquer. On le sait, là, on le sait si tu as joué à un sport, si tu as fait quoi que ce soit, si tu as étudié, on sait que les tests pratiques fonctionnent. Puis, justement, ça, c'était ma prochaine question. Je pense que tu y as répondu un peu parce que si on varie, je pense, le genre de test, par exemple, si on fait un Kahoot ou si on fait un escape room ou si on rend ça plus ludique ou si on fait des tests à choix de réponse. Mais je pense que ça va être ça qui va vraiment définir, ça va être l'approche que l'enseignant va y apporter en salle de classe qui va définir est-ce que les élèves vont vouloir faire ça pour améliorer leurs notes ou pour améliorer leur apprentissage. Puis je pense que tout part du prof finalement, puis de la genre de culture qu'il veut créer dans sa classe. Je pense que c'est une notion qui est importante à... Ben, tu as vraiment mis le doigt dessus, là. C'est que ça part de l'enseignant. Puis le comportement, c'est quelque chose qu'on ne réalise pas tout le temps, là, mais le comportement de nos élèves, c'est souvent un reflet de notre comportement ou ce qu'on exige en salle de classe. Puis ça, c'est un peu le but des ingénieurs pédagogiques, dans le fond, c'est de faire le pont entre la recherche et la pratique, puis de savoir pourquoi on fait certaines choses. Donc, de donner des tests pratiques, puis papier-crayon tout le temps, bien, on n'est pas en train de stimuler l'apprentissage. Il y a l'effet où est-ce que ça va être la même chose à chaque fois, puis on le sait tous que quand on fait la même chose, on mange la même chose, on fait le même genre d'activité physique, ou on fait la même lecture, on lit le même livre à tous les jours, si on fait la même chose à tous les jours, bien, il y a l'effet, ça ne va plus être ludique du tout, puis on ne va pas prendre plaisir là-dedans. Puis le plaisir joue un rôle dans l'apprentissage. Fait que de trouver des façons de se pratiquer, de se tester, moi je préfère le mot pratique, mais de se pratiquer en différents contextes, je pense que on réalise à quel point, on réalise pourquoi qu'on le fait. Puis c'est là, on devient intentionnel en tant qu'enseignant. Puis de réaliser qu'en changeant le contexte, ce qu'on est en train de faire au niveau neuroscientifique, c'est qu'on est en train de prendre une connexion entre peut-être deux concepts, puis on est en train de créer plus d'embranchements, plus de connexions.
ce qui renforçait le lien entre ces deux concepts-là de base. Fait que, il faut absolument, comme tu dis, Alex, changer le contexte. Puis c'est intéressant ce que tu dis là, parce que ça me fait penser à un livre que j'ai lu pendant le temps des fêtes, ça s'appelle Range, de David Epstein, je pense, si je me souviens bien. Puis lui, il parle au tout début du livre, il fait la comparaison entre Roger Federer et Tiger Woods, deux des plus grands athlètes des 20 dernières années. Federer qui a dominé le tennis, Tiger Woods qui a dominé le golf. Tiger Woods qui a commencé à jouer au golf quand il avait à peu près 18 mois, je pense, qu'il a commencé à souligner un bâton dans la maison, puis il n'a jamais arrêté depuis ce temps-là. Roger Federer, il a joué au soccer, il a joué à toutes sortes de sports quand il était jeune, il faisait du ski. C'est juste quand il est arrivé à 13-14 ans qu'il a commencé à vraiment mettre le focus sur le tennis, mais il jouait encore à plein d'autres sports. Puis le point du livre, c'est ça justement, que c'est les généralistes qui sont capables de faire différentes choses qui vont le mieux réussir dans notre société, parce que, comme tu le dis, on devient avec plus d'embranchement dans notre cerveau. Donc, c'est là que ça commence à être payant. Si on se focus juste sur une chose, que ce soit dans le monde du sport ou à l'école, je pense qu'on se ferme beaucoup de portes, justement, puis on fait moins de transferts. Monsieur Diane, vous êtes silencieux? Il y a une chose est sûre, en tout cas, c'est que toute cette question-là, en fait, des tests de pratique, je pense que c'est là que le jugement des enseignants, il prend vraiment toute son importance, c'est-à-dire que de faire attention de ne pas tomber dans les dérives parce que, pour vous relancer un petit peu, le livre de Daniel Corrett, je pense que je vous en avais déjà parlé antérieurement, mais qui s'appelle The Testing Charade, c'est un peu, il fait une espèce de synthèse, en fait, de toutes les dérives possibles de l'évaluation, puis une de celles-là, c'est effectivement l'effet teach the test, donc c'est-à-dire tellement faire pratiquer les élèves que finalement, comme tu dis, Alexandre, ils finissent par plus apprendre pour le plaisir d'apprendre ce qui est important de savoir, ce qui est important en termes de démarche, mais en fonction de c'est quoi la bonne réponse, quoi. Et puis, ça, c'est sûr que c'est... Puis en même temps, les arguments, en fait, de l'auteur sont bons aussi, Martin, parce que le fait de répondre à des questions puis de voir qu'il y a certains éléments en fait qu'on maîtrise un peu moins bien, bien, ça, c'est une information qui devient riche parce que si je n'ai pas véritablement l'occasion de vérifier mes acquis, de vérifier mes connaissances, bien, ça se peut que je surestime en fait mon niveau de compétence. Puis ces questions-là me ramènent un petit peu à la réalité. C'est souvent ça qui arrive en fait quand tu es en train de surligner, puis en fait, l'effet du surlignage, comme qu'ils discutent dans l'article, c'est souvent quelque chose, je retrouve les notes de cours de mes élèves en biologie, puis il y a certains élèves, tu regardes, puis c'est un projet d'or, leur note de cours. C'est du surlignage en vert ici, puis là, il y a en mauve ici, puis là, en jaune, puis en orange, puis il y a tout l'arc-en-ciel à l'intérieur, puis je veux dire, ça peut avoir une certaine valeur lorsque tu veux retrouver peut-être certains mots, quelque chose comme ça. Par contre, ça, en tant que stratégie d'étude, ben, ça te dit pas, ça t'informe pas par rapport à ta pratique, ta prochaine pratique, qui va peut-être être l'évaluation sommative, comme tu dis, Éric. Fait que, non, je pense que c'est très important à noter. Puis, moi, la question que je me pose dans mes cours, c'est comment est-ce que je peux mettre cette notion-là de test pratique en gardant en tête le changement de contexte. Comment est-ce que je peux implanter ça dans ma salle de classe? Fait que je me pose la question, est-ce que vous avez des réponses, messieurs, par rapport à ça? Comment est-ce que vous voyez cette stratégie-là dans vos salles de classe, à l'université puis à l'élémentaire? Vas-y, Eric. Moi, écoute, oui, j'ai des solutions. Ça va probablement rejoindre un petit peu les pensées, en fait, d'Alexandre, mais je pense que le gros problème, c'est que on n'arrive pas à dégager, en fait, des profils pour les apprenants, pour les élèves. Moi, je pense que si on mettait davantage... Là, on a commencé avec la pandémie, on n'a comme pas trop eu le choix. Là, il a fallu passer en mode accéléré pour
tout ce qui s'appelle l'intégration des technologies, enseignement à distance et tout le kit, là. Fait que je pense que ça, c'est peut-être un bon côté, en fait, de cette pandémie-là, là, parce que ça a forcé un petit peu tout le monde à mettre le pied à l'étrier. Mais si on avait des systèmes, par exemple, et ça existe déjà, là, c'est juste que dans le domaine scolaire, on dirait qu'il n'y a jamais d'argent pour ça. Il n'y a jamais de ressources mises à disposition des enseignants pour leur donner des vrais outils pour faire de l'évaluation diagnostique. Comme, par exemple, d'avoir des ordinateurs qui tiennent la route, là. Pas des espèces de vieux crin-crin de 2,86 qui datent de Mathusalem, là, mais des ordinateurs assez récents, là, sont agréables à utiliser pour les élèves, puis avec des banques de questions. Donc, des banques de questions qui sont déjà à la disposition des enseignants et que là, à partir des réponses, en fait, de ces questions-là, qu'on puisse dégager des profils. Je vois un exemple en mathématiques, un exemple très, très, très simple, là, mais je ne sais pas, en trigonométrie ou dans n'importe quel domaine, les élèves, souvent, ils ont des problèmes à certains endroits. Il y a des choses qui savent bien, les apprentissages sont bien déroulés, mais ça va être à certains endroits, la loi des sinus, par exemple, la loi des cosinus. Ça peut très bien aller avec la loi des sinus, mais moi avec la loi des cosinus, par exemple. Mais si on est capable de poser des questions, un certain nombre de questions aux élèves, sur une base individuelle, donc chaque élève, en fait, va répondre à ces questions. Puis là, il y a un profil. On ne lui donne pas de note, on lui donne un profil. On dit, ben toi, regarde, ça va bien à tel endroit, tel endroit, tel endroit, mais il faut que tu fasses attention à telle chose. Bien, là, je trouve qu'il y a un levier, en fait, formatif qui est intéressant. Parce qu'on part non seulement avec des bonnes réponses, mais aussi avec, OK, qu'est-ce qu'il faut que j'améliore, mais pour moi, là? Pas pour le voisin, non, moi, mes difficultés à moi, les obstacles que moi, j'ai rencontrés. Mais ça, là, si on demande à chacun des enseignants de faire ça sur une base individuelle, c'est mortel, là. C'est une somme de travail qui est considérable parce que ça prend des bons items. C'est difficile de formuler ces items-là. Ça prend des banques de questions. Mais voici un projet, je trouve, qui serait un projet provincial. Là, le ministère, là, s'il est intéressé par un projet comme celui-là, qui pourrait être fichtrement intéressant. Parce que là, on mettra entre les mains des enseignants des vrais outils pratiques là, qui sont faciles à utiliser, autant pour les profs que pour les élèves. Donc, pour moi, ça, c'est un exemple. Moi, je trouve ça intéressant ce que tu dis, mais puis ça serait aussi d'impliquer les élèves là-dedans. Comment est-ce qu'ils peuvent développer leur autorégulation à travers les résultats de tests? Parce que une des choses qu'on répète tout le temps en éducation, puis même dans la vie en général, c'est on apprend de nos erreurs, on apprend de nos erreurs. Mais ça, c'est pas vrai. On n'apprend pas de nos erreurs. On apprend en réfléchissant à propos de nos erreurs. Parce que juste faire une erreur, tu n'as rien appris. Il faut que tu t'assoies, puis comme tu dis, bon, c'est quoi qu'est-ce que j'ai manqué? Pourquoi j'ai manqué ça? C'est là que j'ai fait mon erreur. Si on prend un exemple de mathématiques, ben c'est quel genre d'erreur qui était commis? C'est-tu, j'ai pas utilisé la bonne formule, je me suis trompé dans mon calcul, j'ai mal recopié le chiffre, identifier ces erreurs, puis et de là en apprendre. Puis justement, je pense que la création d'un genre de profil d'élève, ça devrait se faire en collaboration avec l'élève parce qu'il se connaît, mais il y a quand même des angles morts que nous, on peut l'aider à découvrir. Là, je pense, puis je suis complètement d'accord avec vous deux, c'est que le profil de l'élève, en 9e année, en fait, en maths, ce qu'on a fait au niveau du conseil, c'est qu'on a établi une liste de tous les concepts vus en 9e année, dans le cours théorique, dans le cours appliqué, peu importe. Puis là, tu peux aller, puis ce que j'ai essayé de faire, je l'ai commencé, je ne l'ai pas terminé, mais c'était ma première fois, mais ce que j'ai tenté de faire, c'est j'ai fait une cote de couleur. Fait que quand on se fait évaluer, un élève se fait évaluer par rapport à un certain concept, bien, s'il a la cote verte, ça veut dire qu'il est capable de le faire sans problème dans tous les contextes. Cote jaune, c'est qu'il l'a dans certains contextes, mais il a besoin d'un petit peu d'aide. La cote orange, c'est que ça va vraiment pas. Il l'a une fois sur, je sais pas, 5-6 fois. Puis la cote rouge, c'est qu'il l'a jamais. Puis en créant ça, puis là, en le donnant aux élèves, là, tu commences à créer tu commences à changer la culture. Puis on revient au point que j'avais mentionné, puis qu'il mentionne dans l'article, c'est que ce que tu exiges de tes élèves, ben
plutôt, le comportement de tes élèves, c'est un reflet de ce que tu exiges. Fait que si moi, je dis en tant qu'enseignant, voici les concepts, si vous n'êtes pas content avec votre couleur, votre note ou peu importe, votre catégorie, votre rendement, votre niveau, on peut l'apporter, on peut dire ce qu'on veut, ben, vous avez l'opportunité de le changer. Puis je vais vous donner du temps, une fois par mois, venez me voir, puis venez me prouver que que vous vous êtes amélioré. Puis en fait, c'était fantastique ce que j'ai vu en salle de classe, c'est que ça vient responsabiliser les élèves. Tu vois l'autorégulation, non, je veux m'améliorer là-dedans. Il y avait un petit peu de motivation qui est tout le temps sous-jacente, puis la motivation, pour certains élèves, c'était la note. Ils savaient que niveau la couleur verte, c'était un niveau 4, par exemple, quelque chose comme ça. Puis je sais on va y arriver, les notes, là, mais la couleur verte ou un niveau 4, je vois ça un peu comme la même chose. Si on sait si on est motivé par aller chercher le plus haut niveau, certains élèves fonctionnent de cette manière-là, puis c'est correct à ce moment-là. Oui, ben, c'est un bon système à avoir, je trouve. Puis après ça, quand tu viens le temps pour faire les commentaires de bulletin, ben, tu pourrais quasiment demander à l'élève de faire son propre commentaire de bulletin pour ton cours de maths, parce qu'il sait exactement où est-ce qu'il se situe, parce qu'il l'a vu, puis tout est très transparent. Et ça, je pense que on a besoin de beaucoup plus de transparence à l'école, justement. Puis juste pour terminer ça, là, puis on pourra passer à la prochaine stratégie, mais un des problèmes avec ça, comme tu l'as dit, Eric, c'est que ça prend juste énormément de temps. C'est que là, c'était une initiative au niveau du conseil, mais d'évaluer de cette manière-là par concept, je veux dire, je ne sais pas combien de concepts qu'il y a en maths 9, mais il y en a peut-être, je ne sais pas, 70, cinquantaine, je ne sais pas, environ ça, par élève. Si tu as une classe de 30, là, ça commence à devenir un travail énorme de donner de la rétroaction, de pousser les élèves dans ce sens-là. Je suis conscient, je suis intentionné dans cette façon-là. Par contre, ça prend énormément de temps, puis je ne sais pas si on peut faire ça avec tous nos cours. Il y a quelque chose qui doit changer là. C'est sûr que d'un point de vue didactique aussi, il ne faut pas s'imaginer qu'il y a un nombre infini, en fait, de conceptions erronées chez les élèves ou un nombre infini d'erreurs fréquentes. Souvent, il y en a un certain nombre, hein, il y en a peut-être 3 ou 4 ou 5. Ce qui fait que quand on les connaît, on est capable de travailler sur celles-là, puis plutôt que d'aider un élève, on en aide peut-être 5 ou 6 d'un coup, parce que c'est la même conception erronée ou même difficulté rencontrée. Mais moi, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'il faut outiller les enseignants. Il y a un travail de terrain qui est fait par les enseignants qui est exigeant, qui demande beaucoup d'énergie, mais de leur demander en plus, en fait, de développer ce genre de dispositif-là, c'est pas vrai là, que les enseignants sont dans des conditions pour être capables de faire ça tout seuls. Ça prend des équipes. C'est vrai, oui, puis oui, absolument, on a besoin d'aide. On ne peut pas faire ça tout seul, mais je pense que on dépense déjà beaucoup d'énergie, mais je pense que ce serait peut-être de réorienter notre énergie pour justement avoir les résultats qui vont être utiles, puis utilisables, puis analysables, etc. Parce que juste faire un test pour avoir une note dans ton cahier de notes, tu dépenses d'énergie ou rien. Donc, c'est de mieux utiliser justement notre énergie, je pense. De mieux focaliser ça. Le temps file, M. Parent. Peut-être Oui. un deuxième point. Bien, en fait, ce que je peux faire, c'est que je peux peut-être je peux continuer avec, puis je peux mélanger les prochains points à cause je pense qu'ils vont très bien ensemble. Puis ça, c'est le point de la pratique distribuée, puis la pratique entrelacée. Deux pratiques ou deux stratégies qui sont très efficaces, démontrées par la recherche. La pratique distribuée, justement, c'est au lieu de faire un gros test, par exemple, un test d'unité, c'est de distribuer cette pratique-là, ou ces quiz-là, ou ces tests-là, ou ces projets-là, ou peu importe.
Fait qu'on compare la pratique en masse, massed practice, comme ils disent dans l'article, avec la pratique distribuée. Puis en fait, ce que ça fait au niveau neuroscientifique, c'est que la pratique distribuée, c'est que ça te permet de réactiver ces synapses-là ou ces connexions neuronales-là. Fait que tu donnes le temps un peu à ton cerveau de se reposer au lieu de ce qu'on appelle en anglais de crammer avant un test ou un gros test d'unité ou un gros examen. C'est là que tu habitues tes neurones comme n'importe quoi d'autre. Tu vas t'habituer à faire la même chose 10 000 fois de suite. Puis en même temps, ce que ça fait, c'est que ça change le contexte. Fait que si j'étudie un lundi matin avec un café, par exemple, puis là, la prochaine fois que j'étudie, ça va être un vendredi soir, quand je vais peut-être étudier dans ma cuisine au lieu de mon bureau ou à la bibliothèque. Peut-être mes émotions vont être un petit peu différentes, et différentes températures, il va y avoir différents gens alentour de moi. Fait que quand tu distribues ta pratique, tu changes le contexte nécessairement. Puis c'est à nous autres, en tant qu'enseignants, de forcer la main de nos élèves en étant intentionnés dans notre pratique, puis de justement les forcer à se pratiquer de façon distribuée. Puis une des façons que moi, je fais ça personnellement, c'est que tu vas tester, par exemple en maths, tu vas tester le même concept au début du semestre, à un tiers du semestre, à mi-chemin à travers le semestre, à trois quarts. Tu vas le tester régulièrement. Les mêmes concepts vont revenir dans différents contextes. Puis là, justement, ça devient de plus en plus facile de généraliser puis d'apporter ces connaissances-là dans des nouveaux contextes. Un commentaire, M. Audet? Oui, ben moi j'ai trouvé ça super intéressant parce que justement, ça c'est une des choses qui afflige tous les étudiants de la planète. Se coucher à 3 heures du matin pour finir un travail ou pour étudier un test. Puis là, après ça, ils se demandent pourquoi je n'ai pas réussi sur le test. Ou il y a des fois que ça réussit, ils vont, moi j'appelle ça vomir tout ce qu'ils ont appris la veille. Ils vomissent ça sur la feuille d'examen, puis ils passent l'examen. Mais après ça, il n'y a rien qui reste. Puis, tu sais, le but dans la vie, c'est pas de passer l'examen, c'est de retenir pour que ce soit durable puis accessible quand tu vas en avoir besoin plus tard, tu sais. Parce que durant les périodes d'examen, tout le monde étudie, a la tête pleine, puis une fois que le test est fait, on oublie tout. Mais ce que Martin nous dit, c'est que finalement, le but d'un test, c'est de vérifier l'apprentissage. Puis si on veut que l'apprentissage soit durable et flexible, ben il faut faire des liaisons qui sont fortes dans le cerveau. Donc, il y a beaucoup d'idées qui me viennent en tête avec cette idée-là de pratique distribuée. Ouais, ben c'est un peu l'idée des approches en spirale aussi, hein, de revenir sur des concepts et puis aussi, en quelque sorte, la résolution de problèmes, là, c'est-à-dire de réinvestir les concepts déjà appris antérieurement, mais à l'intérieur de situations signifiantes où les élèves vont non seulement, ils vont les avoir déjà en principe acquis, mais ils vont devoir les reconnaître, aller les chercher, les activer, puis les mettre à profit, en fait, pour venir à bout de résoudre leurs problèmes. Donc, c'est Puis, une chose que je trouvais super intéressante, les auteurs disaient que à temps égal, mettons qu'on étudie 60 minutes pour un test, 60 minutes d'une shot ou 3 fois 20 minutes. Le 3 fois 20 minutes est beaucoup plus efficace que le 60 minutes d'une shot. Donc ça, je trouvais ça super intéressant parce que à temps égal, la pratique distribuée est plus efficace, il y a plus de rétention, puis la rétention dure plus longtemps que si on fait juste étudier, admettons, 60 minutes en une période d'études. Donc ça, je trouvais ça super intéressant comme concept. Ça, c'est des données scientifiques, c'est des choses que nos élèves ont besoin de savoir. Tu sais. Si on leur arrive avec des données scientifiques, ben je pense que ça a pas mal plus de chances de passer. Notre plus grand problème, Alex, c'est que tu donnes le choix à tes 30 élèves de prendre le chemin facile ou de prendre le chemin un petit peu plus difficile avec des montagnes, etc. Puis 29 sur 30 ou 28 sur 30 vont prendre le chemin facile. C'est la nature humaine un petit peu. Puis
ce que la recherche démontre, c'est qu'à court terme, la pratique distribuée n'est pas beaucoup meilleure que la pratique en masse. Fait que crammer en avant un examen, c'est pas tant moins efficace à court terme. Mais quand tu vas retester ou repratiquer cette compétence-là dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, ben c'est à ce moment-là que tu vas réaliser « Oh, OK, j'ai retenu beaucoup plus d'informations avec la pratique distribuée. » Fait que c'est là notre difficulté. C'est pour ça que je reviens tout le temps à ce point-ci, c'est que il faut faire du modelage pour nos élèves, il faut forcer la main de nos élèves. Si on leur demande, on dit « OK, gang, faites de la pratique distribuée, voici les données scientifiques », la plupart vont quand même pas le faire. Ils vont dire « Ben monsieur, je suis capable de passer ton examen sans le faire. » Fait que pourquoi? Ouais. Messieurs, le temps file. On est quasi à l'heure, donc on ne pourra pas passer à travers, Martin, tous l'ensemble en fait des propositions de l'auteur, mais si on essayait de faire un petit résumé en fait de ce dont on a discuté depuis le début, et puis peut-être pour les personnes qui seraient intéressées à lire l'article, qu'est-ce qu'ils peuvent découvrir également là, qu'on n'aura peut-être pas traité dans le cadre de ce podcast? Bien, pour commencer, la fin de l'article passe à travers d'autres pratiques, dont la pratique entrelacée, qui est justement de comparer différents concepts. Fait que juste de le mettre dans un autre contexte, là, comme on vient juste de discuter, puis d'aller au sens de pourquoi est-ce qu'on apprend certaines choses. Fait que je sais qu'Alex fait beaucoup ça dans sa salle de classe. Pourquoi j'apprends ça, puis de se questionner par rapport à ça. Je pense, dans le fond, c'est vraiment de rendre les apprentissages signifiants. Puis, je pense que si j'aurais à mettre, je sais pas, un thème à cet article-là, c'est que lorsqu'on comprend le cerveau, comment le cerveau fonctionne, on peut changer notre pédagogie pour aller chercher un fonctionnement ou un apprentissage optimal. Puis en comprenant que on peut changer le contexte, en comprenant qu'on peut distribuer notre pratique, puis en faisant beaucoup de tests pratiques, puis en changeant le contexte, on stimule l'apprentissage, on peut forcer la main de nos élèves, puis on est des professionnels, puis on devrait savoir comment fonctionne l'apprentissage de nos élèves, et puis on doit être intentionné. Fait que tout cet article-là, je pense, vient rejoindre ce point-là d'être intentionné en tant que pédagogue, et puis de savoir un peu où, quand pousser nos élèves, puis par où, puis dans quelle direction, puis pourquoi est-ce qu'on fait certaines choses. Puis quand tu dis être intentionnel en tant que pédagogue, je pense qu'il faut aussi enseigner à nos élèves d'être intentionnels comme apprenants. Parce que quand tu fais un acte d'étudier, de prendre des notes, de souligner des affaires, il faut que tu le saches. Il faut que tu saches pourquoi tu fais ça, puis c'est-tu efficace? Parce que justement, à la fin de l'article, il nomme un paquet de stratégies que beaucoup de personnes font, mais qui sont vraiment pas efficaces. Comme une de celles-là, c'est faire des résumés. Faire des résumés, on dit que ça va t'aider à être meilleur à faire des résumés, puis c'est tout. Ça va pas t'aider à retenir grand-chose. Même chose avec surligner des choses avec un highlighter, puis ou relire ton texte, ça va pas t'aider à grand-chose. Si c'est juste ça que tu fais, si tu fais juste surligner, on dit que ça sert à rien. Parce que si tu surlignes, puis ensuite tu fais de la pratique distribuée, de la pratique entrelacée, là, ça peut être le premier pas, mais juste ça sert à rien. Fait que je pense qu'il faut que nos élèves deviennent intentionnels dans qu'est-ce qu'ils font, pourquoi qu'ils le font. Puis ça, je pense que on commence à former des apprenants, là, tu sais. Très d'accord avec toi, Alex. C'est toujours assez drôle. Moi, j'avais toujours remarqué que il y a beaucoup d'élèves, en fait, on leur demande de surligner les mots importants ou les idées importantes, et tu regardes le texte, tout est surligné. Ouais. Ils l'ont fait. On voulait qu'ils surlignent, ils ont surligné, mais l'intention, ou enfin, la finalité, tu vois qu'ils l'ont perdu. En fait, tu vois que la capacité discriminante n'était pas là.
de reconnaître un argument qui est important d'un argument qui est secondaire. Ils ne l'avaient pas. Et puis, donc, pour eux, tout était important, donc on va tout surligner. C'est un projet interdisciplinaire, dans le fond, Éric. C'est un projet entre des mathématiques et le cours d'art. Oui, c'est ça. Ben, écoutez, on arrive à l'heure. Donc, ben, écoutez, on rappelle cet article de notre collègue attendez, j'ai oublié John Dunlosky. John Dunlosky, qui s'appelle Strengthening the Student Toolbox, Study Strategies to Boost Learning. Donc, c'est un petit texte assez court, hein, d'environ 7-8 pages, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus, une dizaine de pages. Et puis qui donne vraiment des indications assez pratico-pratiques, là, basées sur des éléments de recherche, donc des choses qu'on aime qui font partie un peu de ce que l'on fait en tant que petit groupe, là, c'est-à-dire d'essayer de faire des ponts entre la théorie et la pratique. Monsieur Audet, la semaine prochaine, on parle de quoi? On va parler d'un article de M. Roch Chouinard du département de psychologie et d'andragogie de l'Université de Montréal. C'est un article qui a un titre très évocateur qui s'appelle « Évaluer sans décourager ». Donc, ça va être pas mal intéressant. Il nous parle d'évaluation. Puis, vous allez voir que l'évaluation, si on se met à y penser, à le regarder dans sous tous ces replis, ça nous dit beaucoup de choses, mais il faut s'arrêter justement pour voir ces choses-là. Donc, encore une fois, on parlait d'être intentionnel. Je pense que ça va être une bonne continuité pour mieux utiliser nos évaluations avec des buts précis, puis pour mesurer des choses précises. Parfait. Donc, c'est un rendez-vous à tous. Donc, on remercie tout le monde d'avoir été à l'écoute. Monsieur Parent, Monsieur Audet, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Salut! Bye!